Bonjour, c'est Jules Lavie. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Avec plus d'1 million d'écoutes par mois, Code Source est l'un des podcasts les plus suivis en France. Merci de votre confiance. Ces derniers mois, 2 affaires criminelles se sont télescopées. Après la disparition de Leslie et Kevin en novembre 2022, le Parisien a parlé de la grande-tante de Leslie, la tante du père de Leslie, Marie-Thérèse Garcia, qui s'est impliquée dans les recherches. Elle a même lancé un appel dans les médias pour essayer de retrouver Onyx, le chien de Leslie, qui serait, lui, toujours en vie. Ah, moi je garde espoir, c'est comme avec Leslie. Quoi qu'il arrive, il faut le retrouver. Il se trouve que cette grand-mère, âgée de 77 ans, surnommée par des proches Ma Dalton, est aujourd'hui la principale suspecte d'un meurtre, le meurtre d'une femme de 37 ans en 1995. Cet épisode de Code Source est raconté par Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien. Ronan Folgoas, un jour de juin 1995, le mercredi 28 juin, dans le département de l'Eure, près de la commune des Andelys, une valise est retrouvée sur la Seine. Oui, c'est une malle en fer et elle est retrouvée par un pêcheur qui est situé à proximité, qui est intrigué évidemment par cette malle en fer qui flotte sur la Seine. Les gendarmes sont appelés sur place et en ouvrant cette cantine métallique, on découvre un corps démembré et décapité. 9 jours plus tôt, à une centaine de kilomètres de là, une femme de 37 ans a disparu à Guyancourt dans les Yvelines. Elle s'appelle Corinne Didio. Qui est-elle ? Corinne Didio est une jeune maman de 37 ans. Elle a un fils qui s'appelle Romain, âgé d'une dizaine d'années. Et elle est employée chez Bouygues, dans les locaux de Guyancourt, dans les Yvelines, et elle-même est domiciliée à Trappes. Là où elle vit, à Trappes donc, elle a plusieurs hommes inquiétants dans son environnement direct, des hommes qui ont choisi de vivre hors la loi. Disons qu'elle compte parmi ses compagnons, ses ex-compagnons, une galerie de personnages au profil assez inquiétant, assez trouble, qui ont eu affaire à la justice, comme on dit. Par exemple, le père de son fils, Antonio, qui est un braqueur de banque chevronné. Il y a aussi un certain Jean-Jacques, qui a lui-même été impliqué dans des affaires de grand banditisme, qui a fait de la prison. Et au moment de sa disparition, elle est mariée avec un homme dont elle est en train de se séparer, et elle vit avec un nouveau compagnon, un de plus, qu'elle a rencontré quelques semaines plus tôt. À cette période, Corinne Didio se dispute avec le père de son fils, dont elle est donc séparée, justement pour savoir qui va garder l'enfant. Il y a eu un conflit très lourd entre Corinne Didio et le père de Romain sur la garde de l'enfant, puisque le père lui a même enlevé l'enfant quelques années plus tôt, si bien que ça a donné lieu à une condamnation. Antonio, puisque c'est de lui dont il s'agit, a été condamné à 1 an de prison pour enlèvement d'enfant, un contexte donc très lourd. Mais récemment, un rapprochement était en train de s'opérer entre Corinne et le père de l'enfant pour essayer de pacifier les relations, le père voulant aussi bien se rapprocher de son fils. Ronan Folgoas, à cette période, pendant l'été 1995, le lien n'est pas fait entre les 2 affaires, la découverte du corps et la disparition de Corinne Didio. Les 2 affaires, effectivement, ne font l'objet d'aucun rapprochement. On a d'un côté, dans les Yvelines, une jeune femme qui a disparu, et à quelques dizaines de kilomètres, dans le département de l'Eure, on retrouve le cadavre d'une femme, mais qu'on est incapable d'identifier, puisque ce cadavre est décapité, et la tête n'est pas retrouvée. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'identification possible par les méthodes type ADN. La seule méthode opérante, à l'époque, c'est par les analyses dentaires. Et par définition, il n'y a pas de possibilité dans ce domaine-là, puisque le cadavre est décapité. Près de 2 ans plus tard, en 1997, le corps retrouvé dans la Seine est identifié. Formellement, il s'agit bien de Corinne Didio. Oui, il y a enfin un rapprochement qui se fait entre services d'enquête et la possibilité que ce cadavre décapité, démembré soit celui de Corinne Didio est vérifiée, et il y a confirmation quasiment 2 ans plus tard. Plusieurs personnes sont suspectées de ce meurtre par les enquêteurs. Les enquêteurs de la brigade criminelle de Versailles s'intéressent évidemment à l'entourage immédiat de Corinne Didio. Et dans cet entourage, il y a
D'abord, son ex-conjoint, le père de son fils, qui, un peu étrangement, il est vrai, a quitté la France quelques jours seulement après la disparition de Corinne pour rejoindre l'Espagne avec son fils. Donc évidemment, ce scénario intrigue. Et il y a aussi le profil d'un certain Jean-Jacques M, qui s'est incriminé du meurtre de Corinne Didio par écrit, quelques mois après la disparition de Corinne. Cet homme a été incarcéré déjà dans le passé. Il est issu d'une famille bien connue du grand banditisme parisien. Et il se trouve que cet homme s'est pendu en cellule en 1997, emportant avec lui peut-être une part du mystère. Autre suspecte potentiel, une certaine Marie-Thérèse Garcia, dont Corinne Didio était proche. Oui, les deux femmes ont été belles-sœurs. Elles vivaient avec les deux frères Antonio et Francisco, qui tous les deux étaient connus pour être des braqueurs de banque. Et donc ce petit groupe, ce quatuor, avait l'habitude d'évoluer ensemble dans les années 80. Après, la vie a fait que Corinne s'est séparée d'Antonio, mais des liens ont perduré entre les deux femmes, puisque au moment de la disparition de Corinne, Marie-Thérèse n'est autre que la nourrice de Romain, le fils de Corinne, pour essayer de la dépanner. Et en même temps, elle participe aussi au rapprochement entre Corinne Didio d'un côté et son ex Antonio, qui cherche aussi à revoir son fils. Quelque part, Marie-Thérèse Garcia apparaît plutôt comme une personne qui est facilitante, qui met de l'huile dans les rouages. Cette femme, Marie-Thérèse Garcia, qui vit donc à ce moment-là avec un braqueur, elle a une très forte personnalité. Oui, soit on l'aime, soit on la déteste. C'est un peu ce qui ressort des témoignages dans son entourage. Elle est décrite d'un côté comme une personnalité très généreuse, qui s'intéresse aux autres, qui serait capable vraiment de tout faire pour sortir quelqu'un de l'ornière. Et de l'autre, elle est aussi décrite comme un personnage très sombre, très autoritaire, très agressif, capable de manier la violence verbale et éventuellement d'agiter des menaces physiques aussi. Elle évolue dans ce monde du grand banditisme où tous les coups sont permis, si bien qu'elle est surnommée Ma Dalton, en référence à ce personnage de la bande dessinée Lucky Luke, où elle est la mère des frères Dalton. Ce personnage un peu plus âgé aussi que les autres. Il y a 10 ans d'écart, par exemple, avec Corinne Didio, et même avec les frères Antonio et Francisco. Voilà, donc elle fait figure d'autorité, et elle impressionne un peu tout le monde. Ronan Folgoas, après la mort de Corinne Didio, Marie-Thérèse Garcia, Ma Dalton, fait partie des suspects potentiels. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle a un lien avec la victime, elle gardait son fils, elle était quelques jours plus tôt en contact avec Corinne Didio, les deux femmes se seraient vues, et puis il y a aussi un antécédent, un contentieux personnel très lourd, assez ancien puisqu'il remonte, semble-t-il, à l'année 1983. Une histoire d'adultère. Corinne Didio aurait eu une aventure et des relations sexuelles ou une relation sexuelle avec le conjoint de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse n'aurait jamais pardonné, n'aurait jamais digéré. Et de ce ressentiment, aurait pu naître éventuellement un dessein criminel. C'est en tout cas l'hypothèse qu'étudie dès l'année 1997-98 les enquêteurs, les premiers enquêteurs qui s'intéressent à ce dossier. Mais en même temps, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucun élément matériel. Les enquêteurs ont beau fouiller déjà à l'époque la maison et les environs du domicile de Marie-Thérèse Garcia, ils ne trouvent aucun élément accablant. À ce stade de l'enquête, Marie-Thérèse Garcia n'est pas inquiétée. Et en 2000, la justice prononce un non-lieu dans cette affaire, c'est-à-dire que l'enquête est refermée sans avoir abouti. Les années passent et un jour, en 2004, l'une des filles de Marie-Thérèse Garcia l'accuse d'être impliquée dans ce crime. Elle s'appelle Nancy, c'est la fille cadette de Marie-Thérèse. Elle formule des accusations très graves à l'encontre de sa mère, puisqu'elle accuse Marie-Thérèse Garcia d'être impliquée directement dans le meurtre de Corinne Didio. Elle aurait assisté, selon elle, au crime qui aurait eu lieu dans son domicile, au domicile de Marie-Thérèse Garcia, dans les Yvelines. Et elle tient cela d'une espèce de rumeur familiale qui aurait circulé de proche en proche. Elle-même n'était pas présente, elle ne tient pas ces éléments directement de sa mère qui aurait pu éventuellement formuler des aveux, pas du tout. C'est une espèce de rumeur, un bruit de fond qui circule dans le cercle familial. Marie-Thérèse Garcia est interpellée, mais comme aucune preuve ne vient confirmer les dires de sa fille, elle est laissée libre et aucune charge ne pèse contre elle. Une nouvelle fois, plusieurs années s'écoulent. Ronan Folgoas, en novembre 2022, à Prague, dans les Deux-Sèvres, un couple d'une petite vingtaine d'années, Leslie et Kevin, est porté disparu. Qu'est-il arrivé à Leslie Ourelbeck et Kevin Trompa, le jeune couple disparu dans les Deux-Sèvres ?
Depuis le 25 novembre dernier, la jeune femme de 22 ans et son compagnon âgé de 21 ans n'ont plus donné signe de vie. Et il se trouve que Marie-Thérèse Garcia a un lien avec la jeune femme disparue. Oui, Marie-Thérèse Garcia est la grande-tante de Leslie. Il y a un lien affectif assez fort, unit Marie-Thérèse à sa petite nièce. Elle se voit régulièrement, elle s'aime beaucoup, elle s'apprécie. Marie-Thérèse Garcia fait des petits cadeaux, elle a des attentions pour Leslie. Et donc, dans ce contexte très lourd de disparition, eh bien, Marie-Thérèse vit les choses très difficilement. Elle a évidemment beaucoup de chagrin et puis une forme de désespoir qui la gagne aussi au fil des semaines. Marie-Thérèse Garcia, qui a maintenant 76 ans, s'implique dans les recherches. Elle parle aussi de l'affaire sur les réseaux. Oui, elle anime même une page Facebook dont l'objectif est de recueillir des éléments, des témoignages sur la disparition de Leslie et de Kevin. Ce que Marie-Thérèse Garcia ne sait pas, à ce moment-là, c'est que la police judiciaire de Versailles enquête à nouveau sur la mort mystérieuse de Corinne Didio en 1995 et Marie-Thérèse Garcia fait partie des suspects. Ronan, qu'est-ce qui a relancé l'enquête ? L'arrivée d'une nouvelle juge d'instruction à Versailles qui décide de délivrer une nouvelle commission rogatoire aux enquêteurs. Elle veut sortir de sa léthargie une enquête qui est désormais vieille de plus de 25 ans, avec l'espoir enfin d'y arriver. Cette juge d'instruction dispose aussi d'un élément matériel qui met potentiellement en difficulté Marie-Thérèse Garcia. Quel est cet élément matériel ? C'est une expertise génétique à laquelle Marie-Thérèse Garcia a accepté de se soumettre en 2017, qui a permis de déterminer que des poils retrouvés sur la malle dans laquelle était entreposé le cadavre supplicié de Corinne Didio, dans cette malle, il y avait des poils qui appartenaient à Marie-Thérèse Garcia, 2 poils qui ont pu être identifiés formellement en 2017 et donc qui relient matériellement la victime à Marie-Thérèse Garcia. Le mercredi 11 janvier, Marie-Thérèse Garcia est au téléphone avec le père de Leslie, son neveu. Il parle bien sûr de la disparition de Leslie et Kevin, et le père de Leslie est sur écoute. Oui, pour les besoins de l'enquête, les gendarmes de la section de recherche de Poitiers ont placé les proches des 2 disparus, Leslie d'un côté, Kevin de l'autre, sur écoute. C'est tout à fait classique. Et dans ce contexte, la grande-tante de Leslie formule des menaces de représailles à l'encontre des coupables, des personnes qui sont peut-être impliquées dans la disparition de sa petite nièce, des personnes qui sont à l'époque recherchées par les enquêteurs. Et elle dit « Il vaut mieux que les gendarmes les chopent avant qu'on sache qui c'est, parce que moi, je vais leur ramener, mais en morceaux, dans une valise. » Voilà, des phrases fortes où il est question de démembrement, de valise. Évidemment, il est impossible de ne pas penser aussi à l'affaire du meurtre de Corinne Didio. Les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire Leslie et Kevin transmettent cette information à leurs homologues en charge du dossier Corinne Didio, les policiers de la PJ de Versailles. Et évidemment, cette écoute les intéresse beaucoup puisque elle révèle une facette très sombre de Marie-Thérèse Garcia, même si évidemment cette écoute doit être aussi relativisée, remise dans un contexte, mais tout de même, le vocabulaire utilisé n'est pas anodin, et ça les intéresse beaucoup, évidemment, puisque c'est cette face sombre que Marie-Thérèse Garcia tente de dissimuler. Les corps de Leslie et Kevin sont retrouvés le samedi 4 mars. L'enquête révélera plus tard qu'ils ont été tués par des amis sur fond de querelles amoureuses et de trafic de drogue. Rien à voir donc avec l'affaire Corinne Didio. Mais à la même période, le 6 mars, les enquêteurs vont inspecter à nouveau le pavillon de Marie-Thérèse Garcia, près de 28 ans après les faits. Ronan Folgoas, sa fille cadette, Nancy, a été réentendue par les enquêteurs et elle porte maintenant des accusations précises contre sa mère. Des accusations très précises et gravissimes avec un scénario assez détaillé puisqu'elle est capable de dire que, d'après ce qu'elle croit savoir, sa mère aurait assisté directement à l'étranglement de Corinne Didio en présence de 3 hommes et que cet étranglement aurait été suivi d'une séance macabre qui aurait eu lieu au sous-sol du domicile, qui aurait consisté à un démembrement de la victime. Il y aurait eu des projections de sang évidemment un peu partout, et pourtant ce témoignage est aussi étudié avec beaucoup de prudence puisqu'il s'inscrit dans un climat de haine farouche, réciproque, ancienne entre justement Nancy et sa mère Marie-Thérèse bien avant cette affaire Corinne Didio. Donc ces éléments sont étudiés avec prudence, mais ils intéressent évidemment très fortement les enquêteurs. Alors que donnent ces nouvelles recherches dans le pavillon de Marie-Thérèse Garcia à Saint-Hilarion ? Lorsqu'ils arrivent sur place, les enquêteurs évidemment se dirigent
vers le sous-sol, avec en tête évidemment le témoignage de Nancy, et ils inspectent les lieux avec un produit, le Blue Star, bien connu des enquêteurs et des passionnés de faits divers, mais une version améliorée qui s'appelle le Blue Star Magnum, qui permet de détecter des traces encore plus anciennes, encore plus discrètes. Et donc ce produit réagit positivement dans 2 zones. La première est située dans l'escalier qui mène au sous-sol, et la seconde est localisée au niveau de la buanderie. Ces traces de sang vont être analysées. Malheureusement pour les enquêteurs, ces analyses ne vont rien donner. Il sera impossible de déterminer si ce sang est d'origine humaine ou animale, et encore moins s'il appartient ou pas à Corinne Didio. Malgré ses recherches dans sa maison, Marie-Thérèse Garcia continue de vivre normalement et le lundi 15 mai, sur la radio France Bleu Périgord, elle lance un appel pour essayer de retrouver le chien de Leslie, Onyx, qui a été épargné puis relâché par les meurtriers. Ah, moi, je garde espoir. C'est comme avec Leslie. Vous saviez, en janvier, ça faisait 1 mois qu'elle avait disparu. On savait qu'il y avait eu un drame. On n'est pas idiots quand même. On arrive à un certain âge, on sait ce que c'est que la vie. Mais jusqu'à temps qu'on la retrouve, on a gardé espoir jusqu'au bout. Et là, c'est pareil. Le mardi 23 mai, Marie-Thérèse Garcia est interpellée dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Corinne Didio. Elle est arrêtée chez elle à Saint-Hilarion. À ce moment-là, Timothée Boutry, l'un de vos collègues du service police-justice du Parisien, se rend sur place, devant son pavillon, et dans le quartier, le maire parle d'une femme sympathique, mais d'autres accablent la suspecte. Disons que c'est un personnage extrêmement clivant. Par exemple, du côté de sa fille aînée, les relations sont tout à fait cordiales et elle est perçue comme une personne aidante, souriante, très aimable. Et de l'autre, du côté évidemment de sa fille cadette, et même d'autres personnes de son entourage, c'est une personnalité qui peut se montrer très agressive, qui a besoin d'avoir le contrôle, qui s'immisce dans toutes les failles, toutes les brèches de la vie intime des gens pour mieux les contrôler. C'est en tout cas comme ça qu'elle est perçue aussi. Le jeudi 25 mai, Marie-Thérèse Garcia est mise en examen pour meurtre et enlèvement et séquestration en bande organisée. Elle est placée en détention provisoire. On rappelle que Marie-Thérèse Garcia clame son innocence. Elle conteste tout lien avec la mort de Corinne Didio. Ronan Folgoas, qu'est-ce qu'elle dit pour se défendre ? Alors en garde à vue, Marie-Thérèse Garcia a balayé les témoignages à charge qui ont été recueillis contre elle en disant que c'était le fruit probablement d'un contentieux personnel très lourd qui l'opposait à 2 personnes, sa fille cadette d'un côté, son ex aussi Francisco qui lui aussi a témoigné. Deuxièmement, il y a la question des poils, élément très embarrassant évidemment pour Marie-Thérèse Garcia. Et là, elle fait observer que ces poils retrouvés ont peut-être été transférés involontairement par une tierce personne. Puisqu'il faut savoir que sur cette malle, les poils d'Antonio, l'ex de Corinne, qui était proche également de Marie-Thérèse Garcia, ont été retrouvés, identifiés sur cette malle. Donc cet argument n'est pas complètement inopérant. Peut-être effectivement que Antonio, lors d'une rencontre quelques jours avant la mort de Corinne Didio, a pu involontairement recueillir des 2-3 poils de Marie-Thérèse Garcia et ensuite les transférer sur cette malle, sous réserve qu'il était effectivement présent ce jour-là. Et puis dernier point, il y a la question de ce mobile, cette vengeance d'une femme trompée plusieurs années avant. Hein. On parle là de l'année 82-83. L'une des avocates de Marie-Thérèse Garcia, maître Sandrine Pégan, estime que ce mobile ne tient pas la route. On ne peut pas imaginer qu'une femme trompée comme ça ait mûri, fermenté une espèce de vengeance qui aurait abouti sur un projet criminel 13 ans plus tard. Ça paraît, c'est vrai, un peu disproportionné. Marie-Thérèse Garcia est mise en examen pour meurtre et enlèvement et séquestration en bande organisée. D'après la justice, il y a donc plusieurs personnes impliquées dans ce crime. C'est une qualification qui laisse ouverte l'hypothèse effectivement d'une organisation dans laquelle Marie-Thérèse Garcia aurait pris part, mais dans quel rôle est-elle la commanditaire ou aurait-elle au contraire juste prêté main forte? Là, il est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est tout l'enjeu de l'information judiciaire et de l'enquête qui ne fait finalement que commencer. Merci à Ronan Folgoas.
Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Si les affaires criminelles vous intéressent, n'hésitez pas à écouter également Crime Story, un nouveau podcast du Parisien. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story, c'est une nouvelle affaire racontée chaque samedi.